yeah, yeah. Oh, yo, yo, yo. Oh, yeah. Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. L'ambassadeur Bakoto, parce que paix à son âme, j'ai le plus profond respect pour lui. Je l'ai trouvé. Quand je suis arrivé à l'ambassade, donc au centre de presse, oui, où je suis resté presque 11 ans, parenthèse, Bakoto était conseiller, deuxième conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade à Paris. Donc je l'ai connu là, quelques mois après mon arrivée, on l'a envoyé à Bruxelles comme ministre conseiller. Et un an après, il revient à Paris comme ambassadeur. Et là où j'ai apprécié ce monsieur, c'est que bon, les différents services, puisque nous, j'appartenais au service technique de l'ambassade, puisqu'il y avait le service de presse, le service des finances, l'éducation nationale, tout ça, ça faisait partie du service, des services techniques de la présidence. Et chaque fois, chaque semaine, chacun de nous devait faire une note d'activité. C'est le Bakoto qui avait instauré ça. Note d'activité dans son secteur. Et lui, il faisait tout, et il faisait une note de synthèse signée l'envoyé. Et un jour, il me demande une note. Je rédige la note, une analyse sur la situation politique en France et tout. Il me dit, mais comment? Mais cette note, c'est super. C'est super. Alors, au lieu de faire comme d'habitude où je fais la synthèse et puis je signe, j'envoie. Toi, ta note, il faut que tu la signes, je vais l'envoyer telle qu'elle est pour qu'on sache qui travaille. Que c'est toi qui as fait ça. Je ne voulais pas qu'on m'achète ma chaise. Et c'est comme ça que Bakoto a donc envoyé ta note. Et quand je suis arrivé ici, Jackie, les situations, c'est quoi? J'ai trouvé une situation où lorsqu'un journaliste demandait un visa pour aller au Cameroun, il fallait envoyer le dossier au Cameroun pour qu'on étudie, qu'on réponde. Ça prenait minimum 2 mois. Résultat, les journalistes n'allaient pas au Cameroun. Et Vrumsia m'avait dit, l'une des tâches que je t'assigne, c'est qu'on ne parle pratiquement jamais du Cameroun. Et quand on en parle, c'est toujours en noir, en mal et tout et tout. Je te donne la charge de retourner cette situation. Il faut que tu fasses qu'on parle du Cameroun en bien. Je dis, je tombe, alors, une autre personne, toujours de l'ambassade à qui je rends aussi hommage, c'est Feu Kwandi Aliou, qui avait été ministre des domaines au Cameroun, et qui était, au moment où je suis arrivé à l'ambassade, consul général. Je lui dis, bon, voilà, les journalistes veulent aller au Cameroun, mais le fait qu'on envoie leur dossier au Cameroun, tout ça, ça décourage tout le monde. Il dit, mais moi j'ai des instructions, qu'est-ce que je peux y faire? J'ai dit, bon, je pose la question à Vrumsia. Je lui dis, voilà, voilà. Il me dit, d'accord. Je dis, bon, voilà. Désormais, quand un journaliste vient demander un visa, mes services vont, je dis au consul général, mes services vont vous faire une note officielle vous demandant de donner le visa à ce journaliste. Comme ça, s'il y a un problème, j'assume. Et je demande donc, il me dit, bon, ça me suffit. Les gars de renseignement m'ont dit non, 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 je dis non. On m'a dit de faire parler du Cameroun. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à, quand un journaliste vient, j'envoie faire la note et tout, ça prend 2-3 jours, il a son visa. Et les journalistes ont commencé à aller au Cameroun, les choses ont commencé à changer. Bon. Et ceux qui étaient contre ça disaient, oui, mais ils vont là-bas, ils vont nous insulter, ils vont écrire des articles, machin. J'ai dit au ministre Vrumsia, justement, moi je suggère même qu'il nous critique, parce que c'est ça qui peut nous faire avancer. Parce que si on écrit seulement pour dire le Cameroun sur le paradis, machin, ça, il me dit, tu as parfaitement raison. Si ces journalistes, qu'ils viennent et puis qu'ils écrivent ce qu'ils vont écrire, on ne va pas empêcher quelqu'un. S'ils écrivent des choses qui sont fausses, bon, nous allons faire une mise au point. S'ils écrivent des choses qui sont méchamment, mais il y a dedans aussi des gens qui vont écrire des choses bien. Donc voilà, voilà. Et c'est comme ça donc, que j'ai réussi petit à petit. Et au bout du compte, Jackie, l'ambassade du Cameroun, parmi toutes les ambassades africaines de Paris, était la seule où, quand un journaliste venait demander un visa pour se rendre dans le pays, il avait son visa en moins d'1 heure.
Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Voilà. À moins d'une heure. Et les gens ont dit, vous me dit, mais les choses changent. Maintenant, on parle du Cameroun. Je dis oui, il ne faut pas avoir peur des critiques. Il faut que les choses qu'on puisse critiquer et tout et tout. Dites-le à ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des critiques. Voilà. La critique n'est pas que destructive, elle est aussi constructive. Exactement. Et c'est comme ça donc, et dans les milieux de la presse ici, j'ai fait, en 1976 par exemple, j'ai déplacé une équipe de RFI et de France Inter au Cameroun. Il y avait les Jacques Chancel, la radioscopie du président Aïdjo, toutes les grosses émissions de France Inter là. Le jeu de 1000 francs de Lucien Jeunesse, il y avait l'émission le Pop Club de José Arthur, le journal de France Inter en direct du Cameroun. J'ai fait venir une équipe pendant une semaine au Cameroun. Une semaine pleine. Ils sont allés au Cameroun. Ils ont fait et ils ont dit on va, si on peut rencontrer qui on veut, vous ne nous imposez rien. J'ai réussi à convaincre le ministre d'accepter. On a accepté. Et ce que nous avons fait, le ministre le PDG de la Camer avait accepté de payer les billets d'avion pour eux. Et le ministre du Tourisme avait accepté de payer le séjour. Mais les liaisons satellites, c'est France Inter, c'est RFI France Inter qui ont assumé. Cette émission a eu un succès retentissant parce que, au départ, la PDG de Radio France Internationale, Madame Baudrier, l'Élysée a dit on ne veut pas entendre parler d'un projet comme celui-là. Parce que voilà, on va pas, les médias français ne vont pas aller faire la propagande d'un régime. C'était Giscard, et Giscard n'aimait pas du tout Aïdjo. Ils ne vont pas aller faire la propagande, machin, etc. L'argument que j'avais utilisé pour séduire, pour convaincre les journalistes, parce que c'était un ami qui avait lancé l'idée comme ça là. Et Charles Fabi, qui a été le compagnon de Anne Toulouse, qui était une des journalistes, machin, il avait lancé l'idée et on a travaillé ensemble, mais pour convaincre les journalistes, un argument, ouais, j'ai convaincu, j'ai parlé, je leur ai dit, vous savez, vous nous parlez des pays africains que lorsqu'il y a un coup d'État ou un malheur et tout, la famine et tout, pourquoi ne parleriez-vous pas d'un pays qui est en paix, qui n'a pas de problème particulier, etc. Qui a une prospérité économique. Et voilà, et qui avance. Et les gars me disent, mais au fait, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, on peut exploiter. Madame Baudrier leur a dit, il n'en est pas question. Les gars ont dit, Madame Baudrier, en parenthèse, était la femme du principal conseiller de Houphouët-Boigny. Ah, d'accord. Les journalistes ont dit, madame, non, nous on veut tenter cette expérience. Il ne faut pas qu'on voit toujours notre machin, etc. On va tenter. Ils ont donc réussi à imposer l'idée en interne. Voilà. Et donc, quand les gars sont allés, ils sont arrivés au Cameroun. À un moment donné, il y avait une grève dure aux brasseries du Cameroun. Une grève dure. Et en direct, dans le journal de 12-14 de Jean-Claude Mangeot, ils ont invité des grévistes à l'antenne. Chose extrêmement rare à cette époque-là. Voilà, ils ont invité. Les gars ont parlé, machin, etc. Quand on leur dit, mais, et votre gouvernement? Il dit non, le gouvernement nous soutient dans cette affaire. Ouais, c'est un Pierre Castel de régler l'affaire. Voilà, c'est machin. Au contraire, le gouvernement nous soutient. L'affaire, ça dit que ça a fait un retentissement tel que. Dans les métros, les gens m'ont dit, mais dans les métros, les gens disent, un pays comme le Cameroun où on parlait des grèves et on donne la parole aux grévistes. Ouais, c'est oui, et Jacques Chancel a été ravi. Il me dit, ton prêt. Moi, on m'avait écarté du voyage au niveau du ministère de l'Information et de la Communication. Et Jacques Chancel a dit, si je savais que tu ne venais pas, nous n'allions pas venir. Mais je vais dire au président qu'on ne veut pas que le président sache que c'est toi qui as organisé. Mais la première des choses que je veux dire, c'est ça. Ah, au président Aïdjo? Oui, que c'est Mbajoum qui a tout organisé. Donc tout ça, j'ai fait tout ça pendant la bataille de N'Djamena en 80.
quand ça chauffait à Djamena. Entre Idriss Déby. Tous les mouvements là, Hissène Habré, Goukouni, Ouadé, tous la bataille de Djamena, ça a chauffé en 80. Le président Aïdjo lisait beaucoup. On avait un budget pour lui envoyer des livres, des journaux chaque semaine sur chaque volcamer. Donc un samedi matin, j'avais acheté le livre, je l'avais oublié à l'ambassade. Et j'arrive à l'ambassade, je trouve une équipe de TF1 devant l'ambassade avec le matériel. Ils étaient, je crois, 5 journalistes machin avec le matériel. Ils viennent là, ils disent qu'ils sont arrivés à l'aéroport. On les a refoulés parce qu'ils n'avaient pas de visa d'entrée au Cameroun. Eux, ils ne savaient pas qu'il fallait un visa d'entrée parce qu'ils croyaient que c'était comme la Côte d'Ivoire, machin. Des journalistes qui ne s'informent pas. Ça, voilà. Bon. Ils disent donc, voilà, on nous a dit qu'on ne peut pas voyager parce qu'on n'a pas de visa. Et là, maintenant, on est coincé. Ils sont allés, donc, ils ont vu le gardien leur a dit, il a appelé chez le consul général n'était pas là. Et quand j'arrive, pour prendre le livre que j'avais oublié, le concierge, le gardien, il a dit, ah voilà l'attaché de presse, donc vraiment envoyé avec lui. Alors il me dit, monsieur, il faut qu'on parle. Je dis, mais je ne suis pas consul. Il dit, machin, j'ai appelé, monsieur, machin, etc. Et puis finalement, ça s'est réglé. J'ai dit, bon, je vais voir ce que je peux faire au niveau des autorités du Cameroun. J'appelle le Cameroun, je dis, j'ai une équipe de journalistes sur les bras ici, voilà la situation. Ils n'ont pas de visa, etc. Le gars dit, ah, s'ils n'ont pas de visa, ils ne débarquent pas. Je lui dis, bon, voilà un numéro à la présidente de la République. Appelez et dites que je vous ai appelé pour... C'est le commissaire de l'aéroport. Donc il y a ce truc, il faut régler ce problème au mieux parce que nous allons en tirer des avantages. Donc faites tout, appelez la présidence. Il me dit, bon, écoutez, rappelez-moi dans 15 minutes. Je rappelle le commissaire. Il me dit, mais vous êtes puissant, hein? Je dis, pourquoi? Il dit, quand j'ai appelé à la présidence, le numéro, on m'a dit que même s'ils sont 20, hein, s'ils viennent de ma part, il faut les laisser entrer. Et il me dit, mais n'oubliez pas de leur remettre votre carte de visite, parce que s'ils arrivent ici sans votre carte de visite, etc. Je dis, ok, ça va être fait. Donc, je dis au gars, voilà, vous pouvez y aller, tout. À peine je suis sorti, je suis dans ma voiture, voilà les gars qui... Les journalistes, monsieur, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, l'officier de car à Orly, c'était à l'époque à Orly, il ne veut pas nous laisser embarquer parce qu'il dit que nous n'avons pas de visa et que nous ne pouvons pas embarquer. On leur a expliqué que le problème est réglé et il a dit non, c'est entre vous, machin. Lui ne veut rien savoir. Et puis il leur dit, c'est là où il attend une pêche, de toute façon, même si je vous laisse passer, vous ne pouvez pas embarquer puisque vous n'avez pas de visa. Et les gars disent, bon, venez lui expliquer que s'il peut vous laisser aller jusqu'à l'avion avec nous, ça va. Et c'est comme ça que je suis allé. Il m'a dit, bon, okay. Je les ai accompagnés donc jusqu'à l'avion. J'ai vu le responsable de la sécurité, je lui ai dit, bon voilà, ils sont de ma part, le commissaire de l'aéroport doit les informer, donc embarquez-les. Et c'est comme ça qu'ils ont embarqué et qu'ils ont fait et à leur retour. Mais ça dit que c'était... Hein. Donc, pour dire simplement que la peur, et c'est là que je me suis rendu compte que le travail, c'est souvent parce que les gens ont peur. C'est-à-dire les problèmes dans l'administration, c'est que les gens ont peur de perdre leur poste. Ouais. Je me suis rendu compte de ça. Et ça, c'est le principal problème dans l'administration. Avoir peur de perdre son poste. J'ai dit, mais vous faites votre travail et vous avez peur de perdre votre poste. Il dit, non, mais... J'ai dit, non. Moi, je prends mes responsabilités. Et je vais peut-être dire une chose, machin, pour... J'ai eu un violent affrontement avec l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Lequel? Celui qui était avant Bakoto, Oyono Ferdinand. Ah, ouais. Léopold Ferdinand. Ferdinand Léopold Oyono. Parce que M. Oyono, déjà quand je suis arrivé, en 1973, il n'était pas content parce qu'il m'a ouvertement dit que bon, fait comprendre que les Bamileke, lui, c'est pas... Ah, pardon, il a dit? Il m'a fait comprendre ouvertement. Oui. Que bon, les Bamileke, ça, c'est lui, il n'en veut pas. Donc, il arrive que
Quand le président Pompidou meurt, le président Aïdjo vient pour les obsèques et tout, logé à l'hôtel Ritz. Et un jour, il m'a vu le numéro 2 de l'ambassade, puisque Oyono était tous les jours à l'hôtel avec le président. Il ne venait même plus à l'ambassade. Donc le numéro 2 de l'ambassade me dit que le président a demandé que je lui apporte les dépêches. Parce que j'avais un téléscripteur, des nouvelles. Je prends donc les dépêches, j'arrive à l'hôtel, le garde, l'aide de camp me dit, il n'est pas au courant. Il me dit, allons voir le ministre, le directeur de cabinet civil. On le trouve, il dit que lui n'est pas au courant. Je dis, bon, dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, moi je rentre avec mes dépêches. Ah, ok. Et on dit que lui n'est pas au courant. Le président Aïdjo s'en va, on m'appelle dans son bureau. Monsieur Mbajoum, vous commencez aussi à entrer dans ces choses-là. Je dis, quoi, monsieur l'ambassadeur? Il dit, le travail que je vous donne vous dépasse. Vous passez votre temps à recevoir les gens de votre tribu dans votre bureau. Je dis, pardon, monsieur? Ça veut dire quoi exactement? Il me dit, non, mais tout ça c'est en début 74. Hein. Là, j'ai même pas fait un an à l'ambassade. Il me dit, non, oui, voilà, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je dis, non, vous venez de dire des choses, je voudrais comprendre ce que vous voulez dire. Il me dit, monsieur, sortez de mon bureau. Je dis, alors là, c'est là que j'ai pété un câble, ça je le reconnais. Je lui dis, monsieur Oyono, je ne l'ai même plus dit, monsieur ambassadeur. Je dis, monsieur Oyono, vous me dites de sortir de votre bureau? Ça, c'est le bureau de l'ambassadeur du Cameroun en France. Ce n'est pas votre bureau. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes ambassadeur. Demain, vous partirez, un autre va vous remplacer. Il me dit, sortez de votre bureau. J'ai laissé sa porte ouverte. Je suis allé voir sa secrétaire qui était à ce moment-là, une petite française. Je lui dis, mademoiselle Larocque, désormais, à la minute où je sors d'ici, sachez que si M. Oyono vous dit de m'appeler, de venir, j'exige qu'il le fasse par écrit. Sinon, je ne viens pas. Je descends, je prends le téléphone, j'appelle Vrumsia. Je dis, monsieur le ministre, je suis prêt à rentrer au Cameroun, même demain. Mais je ne peux plus travailler avec monsieur Oyono. Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, machin. Il dit, mais est-ce que ce monsieur, je dis, je ne le connaissais pas, je le connaissais de nom, mais machin. Il dit, bon, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai nommé à Paris. À partir de là, le Oyono m'appelle au téléphone, il me dit, monsieur Mbajoum, venez. Je dis, où est la note? Je raccroche. Ça a duré un bon mois. C'est-à-dire, même un jour, je sortais de l'ambassade, lui-même sortait. Non seulement je ne l'ai pas laissé passer avant moi, mais je suis sorti, j'ai tapé la porte sous son nez. C'est-à-dire, j'ai tapé une porte, c'était une porte qui devait peser 200 kg en métal forgé. J'ai tapé ça sous son nez, la porte. C'est là que panique générale à l'ambassade. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, monsieur Oyono, machin, etc. Jusqu'à ce que, à l'élection présidentielle, justement pour remplacer Pompidou, oui. Chaban Delmas, la candidature de Chaban Delmas. J'avais des amis ici, j'avais une amie camerounaise qui m'avait introduit dans les milieux vraiment, machin, où j'avais des informations. J'ai Oyono qui était, c'est-à-dire très lié à Chaban Delmas, machin. Il a commencé à dire ce sera Chaban Delmas, le futur président. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, au cours d'une réunion, avant le premier tour, j'ai dit, monsieur Chaban Delmas n'a aucune chance. S'il fait 15%, ce sera déjà un excellent score. Ah bon? Mais monsieur Mbajoum, vous êtes jeune, j'ai accès à des informations auxquelles vous ne pourrez pas avoir accès. Je peux donc vous dire que le président, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, ça m'étonnerait. Bref, j'ai fait ma note, j'ai envoyé au Cameroun, à Vrumsia, disant que bon, ça va se jouer entre Giscard et Mitterrand. Dimanche, premier tour, Chaban n'a même pas, je crois qu'il avait 13,75%. Alors là? Oui. Le lendemain matin, Vrumsia m'appelle. Il me dit, mais comment? Où tu es allé chercher tes informations? Je dis, non, j'ai sur la place du marché, dans les bars, les gens parlent. Parce que Chaban, la femme de Chaban était morte dans un accident d'avion. On a souvent soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Et il voulait se remarier un an après avec une femme qui, dans les milieux, machin là, femme mariée, était reconnue comme la maîtresse de Giscard. Oh.
Et Chaban a voulu, on lui a dit ça ne se fait pas. Parce que Giscard avait vu le mari de la famille, ils avaient signé un pacte contre des avantages matériels. Le type fermait les yeux. Et ça, dans le milieu, ça savait. Tu sais comment le milieu français est hypocrite. Et tout ça, ça savait, mais machin, etc. Et donc, la feuille d'impôt de Chaban Delmas, où un jour, un gars aux finances balance la feuille d'impôt de Chaban Delmas, président de l'Assemblée nationale, balance dans le canard, on se rend compte que le gars ne paye pas 1 centime d'impôt. C'était pas illégal. C'était pas illégal. Mais le moment choisi pour balancer ça, c'est mal passé. La rumeur dans l'opinion publique, mal passé. C'est mal passé. Donc, lundi matin, Vromsia m'appelle. Donc, où est-ce que tu as, machin, etc. Je lui explique. Il me dit, mais vraiment, quand j'ai lu ta note, j'ai eu l'impression que tu ne comprenais pas encore les méandres de la politique française, etc. Peut-être parce que tu es encore trop jeune. Et d'autant plus, dit-il, que le patron, c'est-à-dire Aïdjo, nous a reçus au cours du conseil de cabinet, du conseil des ministres. Il nous a dit, apparemment le prochain président français, c'est Chaban Delmas. Donc, d'après les informations qui viennent de Paris, donc c'est le prochain président. Il faut déjà commencer à préparer, machin, etc. Et il me dit donc, quand j'ai pensé à ça, j'ai appelé le patron. Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai un document à vous montrer. Quelqu'un qui avait prédit la chute de Chaban et la confrontation Mitterrand-Giscard au deuxième tour. Il dit, bon, il part donc avec ma note, il arrive à la présidence. Et il dit, mais c'est qui ce jeune homme? Il me dit, là, je disais avec beaucoup de fierté, c'est moi qui l'ai nommé. C'est mon petit. C'est moi qui l'ai nommé. C'est mon petit. C'est mon petit, c'est moi qui l'ai nommé. Là. Il me dit, mais, adressez-lui mes félicitations. Bon. Deuxième tour arrive. Alors, jeudi avant le deuxième tour. Oui. Bon voilà, monsieur Bajou, bon maintenant, le deuxième tour, c'est qui vous voyez, machin. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, je ne me prononce pas. Je me prononce parce que c'est très serré. Moi, j'avais déjà mon petite idée, puisque j'ai, dans ma note à Yaoundé, j'ai dit que ça va être très serré, mais c'est Giscard qui va gagner. Je dis donc, voilà, je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais ça va être très serré, ça va se jouer à moins d'1% de voix. Dimanche, effectivement, et Giscard gagne, et c'est serré. Lundi matin, à peine je Vromsia me dit, Bajou, félicitations, tu m'as mis en haut. Parce que le patron vient de m'appeler pour me demander ce que tu avais quels avaient été tes pronostics. Ouais. Et il m'a dit de lui apporter la note. Et voilà quelqu'un qui comprend la politique française. Il va donc, et je dis, désormais, toutes les notes de M. Mbajou, l'original à la présidence. L'original à la présidence. La copie numéro 1 aux affaires étrangères. Et la copie numéro 2 à l'information, à la culture. Et il me dit, tu vois, maintenant, même moi, machin là, on me dit que je n'aurai que la deuxième copie. Mais je suis fier de toi. Bajoum, je suis fier de toi. Et le président, maintenant, connaît ton nom. Alors là, quelle a été la réaction de Ferdinand Léopold Oyono? Je n'ai même pas évoqué ça avec lui. Tu n'as pas calculé? Non, je n'ai même pas évoqué ça avec lui. Parce que bon, je ne voulais pas qu'il ait l'impression que je veux l'humilier. Oui. Ouais, j'ai dit non, je tue le machin, etc. Et donc, Bakoto. Salomon. Pourquoi ce monsieur, en plus de ce que je t'ai dit, c'est que Salomon Bakoto en était arrivé avec moi à un point où il a dit au chef de l'État, Monsieur le Président, s'il y a un problème à Paris, en mon absence,
qui n'ait pas d'implication diplomatique, etc. Demandez d'abord l'avis de M. Bajoum pour avoir une idée précise de la manière dont on peut gérer ça. Parce que comme il est avec les journalistes, il a des informations. Vous êtes sur JMTV+. Je dis que quelqu'un comme lui, qui dise au président de la République s'il y a un problème en mon absence, qui n'a pas d'implication diplomatique, demandez d'abord à M. Bajoum ce qu'il en pense et comment on peut gérer ça. C'est une reconnaissance de sa part. Absolument, absolument. Et Salomon Bakoto, c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que les journées économiques camerounaises, c'est lui qui les avait créées. Et c'est là où moi, même ma petite personne, je sauve notre pays d'un piège que les Français voulaient tant. Parce que je dis que Giscard n'aimait pas du tout Aïdjo. Les journées économiques, donc, Bakoto lance l'idée, dit que non, il faut que les missions économiques camerounaises fassent avec des opérateurs économiques locaux dans les pays de résidence. Hein, le dialogue pour lancer l'idée de projet en joint venture, programme, machin, etc. Et il a donc, le premier truc se tenait à Paris. Et ça devait se tenir en novembre 76, parce que le président Aïdjo est venu en visite officielle en 76. Et en novembre, donc, on a rencontré les hommes d'affaires qui voulaient bien investir au Cameroun et tout. Et les Camerounais qui étaient prêts à faire des opérations de joint venture avec les Français. On les a donc rencontrés et beaucoup de projets ont été jugés extrêmement intéressants. Et les projets, le dossier monté par les Camerounais, on remet au CNPF, c'était à l'époque le CNPF, le Conseil national du patronat français, qui est le MEDEF. Qui a été remplacé par le MEDEF. Voilà, c'est ça. On remet donc la copie et on convient donc de tenue des journées économiques de Paris. Sauf qu'entre-temps, le responsable de l'agence de coopération française de développement au Cameroun, il décide de nous torpiller, c'est-à-dire de nous faire un coup tordu. Et c'était des projets pour 4 milliards de francs CFA, côté camerounais. Il monte des opérateurs que nous avions contactés. Il a dit voilà la vraie situation du Cameroun. Ce qu'ils ont fait, tout ça, c'est du pipeau. Donc il contacte des opérateurs économiques français. Oui, français c'était avec qui. Pour torpiller l'affaire. Voilà. Il a dit voilà comment ils ont fait le truc là, mais bon, tout ça c'est du pipeau parce que voilà comment ils auraient dû faire. Et voilà pourquoi nous, on vous suggère de ne même pas prendre ça en considération et tout et tout. Et il élabore donc un dossier qui reprend un contre-pied de tous nos projets camerounais et tout ça, remis aux opérateurs. Distribue tout ça. Or, nos projets avaient été déjà remis et tout. Donc, les journalistes, les journaux français ont envoyé des équipes au Cameroun pour faire la prospective, puisqu'on devait publier des articles, des numéros spéciaux, des dossiers sur les journées économiques, machin, etc. Ils ont envoyé des gens pour prospecter la publicité. Et donc, prendre des pages dans les journaux camerounais, tout et tout. Alors, bon, ils viennent à l'ambassade, moi, les visages, sans problème. Oui. Il arrive un monsieur qui travaillait pour un grand quotidien du matin. Il vient me voir et il dit visa. Je lui donne son visa, 45 minutes, même pas, 30 minutes, il a son visa. Il me dit, bon monsieur, je voudrais vous demander, je ne connais pas le Cameroun. Et vraiment, bon, il faut quand même que je puisse contacter, ramener des trucs. Comment je peux faire? Comment ça peut se présenter? Comment? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et qui est-ce que je dois voir? Tout. Je ne sais pas pourquoi, ce monsieur, je le prends en sympathie.
Je lui dis, bon, voilà ma carte. Si vous avez un problème sur le terrain, appelez telle personne à la présidence de la République pour lui dire quels sont vos problèmes. Et je crois que ce monsieur peut vous aider. Bon, le gars vient avec tous les autres. Et le jour où il rentre du Cameroun, d'Orly, il m'appelle. Monsieur Bajoum, je viens de rentrer du Cameroun. Ah, je dis, ah, bien. Je dis, ça s'est bien passé. Oh, il dit, plus que bien. Plus que bien. J'ai dit, bon, d'accord. Alors, c'est tout ce que je demandais. Il dit, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit, quand? Il me dit, c'est urgent. Même maintenant, c'est bon. J'ai dit, passez au bureau. À l'ambassade, ouais. Il vient à l'ambassade. Il sort un dossier. Un dossier? Oui. Il me dit, voilà. Je vous remets ce dossier. Si on apprend que vous avez pris connaissance de ce qu'il y a, je suis un homme mort. Vous m'avez fait l'amitié de me recevoir comme un frère recevrait son frère. J'ai été au Cameroun. J'ai eu des petits problèmes. Quand j'ai contacté votre ami dont vous m'avez donné le numéro, il m'a, non seulement il m'a ouvert des portes, parce qu'il fallait pas l'orienter des opérateurs qui pouvaient prendre. Non seulement il m'a ouvert des portes, mais il a même mis un chauffeur à ma disposition pour m'accompagner. Il dit, dans ces conditions, je ne peux pas accepter qu'on vous tire dans le dos, qu'on vous fasse un coup tordu de cette nature-là. Je ne peux pas l'accepter. Alors, s'il vous plaît, que personne ne sache que vous avez eu copie de ce document. C'est-à-dire que vous avez même lu. Parce que si on n'a pas besoin de c'est même la mort, mais que même vous avez même seulement pris connaissance avec ce dossier. Elle me dit, ok, merci beaucoup, merci infiniment. Je vais tout de suite voir Salomon Bakoto. Je lui dis, voilà. Il dit, hein? Il dit, oui. Tout de suite, il prend le... Parce que c'est ça que j'aimais chez Bakoto. Il prend le téléphone, il appelle tout de suite le président Idio. Monsieur le Président, il faut que je sois au Cameroun, au plus tard dans les 48 heures. On était à 3 semaines de journée économique. De la journée économique, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas vous le dire au téléphone. Il dit, bon, le président Idio dit, bon, ne quittez pas. Il appelle Ebois Samuel, secrétaire général de la présidence. Monsieur Ebois, mettez Bakoto en mission pour le Cameroun. Envoyez le message et tout. Très bien. Et il dit, Bakoto lui dit, monsieur le président, je souhaiterais être reçu dès mon arrivée, parce que vraiment c'est urgent. Il dit, pas de problème. Il donne des instructions. Il arrive donc, il va voir le président, il lui montre le document. Ça sort d'où? Il lui explique. Il lui explique que c'est Samuel Bajoum qui... Oui, c'était un journaliste, machin, etc. Qui connaissait. Et le président se souvient de tout? Nous, non, oui. Donc, voilà. Il dit, monsieur le président, le monsieur a dit que si on apprend simplement que nous avons lu, même pas eu la copie, nous avons lu ce dossier, il est un homme mort. Parce que c'est un problème de gros intérêt. 4 milliards que les gars veulent nous faire foutre en l'air. Enoda. Alors, en dehors de la personne qui a donné ce document à Bajoum, en dehors de Bajoum et moi, et maintenant vous, monsieur le président, personne d'autre, oui. Ok. Il appelle Youssoufa Daouda, ministre de l'économie. Convoquez l'équipe, votre équipe, qui avait préparé les projets pour les journées économiques. Il y a un nouvel élément. Alors, je vous le montre, mais il n'est pas question que Macheta. Vous allez donner des instructions à Boka de reprendre tous ces trucs-là dans ce sens-ci. De reprendre tous les dossiers-là et de traiter dans ce sens. Les gars ont travaillé d'arrache-pied, tout et tout. Ils ont sorti donc des dossiers en conformité
parce que quand on leur a montré le truc, on ne leur a pas dit tout ça, venez. On a dit seulement aller dans ce sens. Donc les gars ont repris tous nos projets dans le sens indiqué par la note de machin de français à l'ambassade. Arrive dans le jour des journées économiques. J'avais même pris des contacts, j'avais même pris des dispositions pour que le discours de Biya passe directement à Radio Cameroun. Le discours de M. Biya? Oui, qui était chef de délégation. Donc cette cérémonie de machin, puisque c'était quand même important, de grosse somme, que ça passe direct à Radio Cameroun. Parce que les gars de RFI, c'est-à-dire que les gars de RFI, s'ils leur demandaient n'importe quel service, ils te le rendaient. Ils me rendaient. Donc, tac, on arrive dans la salle, j'observe les opérateurs français. L'esprit goguenard. Ouais. Ils se disent on les a torpillés. Voilà, l'esprit goguenard et tout. Bon. On lit le discours de bienvenue c'était le vice-président du MEDEF. Et discours de remerciement de Biya et tout. Bien, suspension de salle pour un quart d'heure pour prendre un petit café avant le machin. On dit ok. C'est le scénario qui était préparé à ma côté. Je vais à l'antenne, je dis oui, s'il vous plaît, avant qu'on ne se disperse, la délégation du Cameroun a un document à vous présenter. Ah bon, ok, machin. Les hôtesses qui distribuent. Je vois quelqu'un qui... quelqu'un du camp français. Ouais. Qui le voit comme ça. C'est-à-dire les yeux lui sortent presque des orbites. Hein? Mais... Nous on fait comme si... Je sais pas quoi. Un journaliste ami, il va aux informations. Il vient, il me dit Mbajou, vous êtes trop fort. Je lui dis de quoi tu parles. Il dit espèce de salaud, ne te fous pas de ma gueule. Je dis non, tu parles de quoi? Nous sommes trop forts par rapport à quoi? Il me dit le document que vous avez distribué là. Je dis mais il a fait quoi ce document? Il dit mais comment vous avez fait? J'ai dit mais comment on a fait? Comment on a établi les documents? On s'est rendu compte que bon, ce qu'on avait fait, ça ne, compte tenu de certaines choses, il fallait machin, etc. Évidemment, tous les machins n'ont jamais été réalisés. Hein? Mais on a sauvé 4 milliards. Vous avez sauvé vos 4 milliards que le Cameroun aurait pu perdre. Oui, je dis le Cameroun a sauvé, puisque les opérateurs économiques, nos opérateurs avaient déjà mis les 4 milliards. C'était déjà disponible. Ça a donc fait que ce truc échoue. Et les opérateurs économiques français qui auraient dû en profiter. Bon, ils se sont alignés sur... Non, ils sont alignés sur le Cameroun. Bien sûr, surtout que le gouvernement, le président... J'ai même oublié une chose tout à l'heure quand j'ai parlé de l'opération avec les Jacques Chancel au Cameroun. C'est que quand les Jacques Chancel rentrent du Cameroun, vous ne s'est rien passé. Madame Baudry, je m'en vais la remercier. Pour machin. Elle se lève. Monsieur Mbajoum, je vous remercie. Elle me fait la collade, je vous remercie. Je dis, mais pourquoi? C'est moi qui viens vous remercier. Elle dit, non, vous ne pouvez pas savoir. Vous m'avez tiré une sacrée épine du pied. Je dis, comment ça? Elle dit, je vais vous le dire maintenant entre 4 murs. L'Élysée s'était opposé formellement à ce projet, à cette opération. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, parce qu'ils ont dit que vous vouliez utiliser les médias français pour faire la propagande du régime machin. Or, il n'y a eu aucune manipulation, tout s'est bien passé, etc. Il dit, monsieur, félicitations. Après ça, des pays comme le Gabon, le Togo, même la Côte d'Ivoire, disent, nous on veut la même opération. Et on passait par toi maintenant? Non, ils ont dit à RFI. Ah d'accord. Oui, à la patronne, nous on veut la même opération. Alors, les journalistes, les gars disent, bon, écoutez, condition première,
Nous, on va chez vous, on a liberté d'accès à tout le monde, à machin. On dit ce qu'on a à dire, il n'est pas question machin, etc. Oui. Et non, quand cette condition-là... Ça refroidit au Bongo, c'est sûr. Et s'agissant de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire demande, et les journalistes disent à Madame Baudé, Madame, nous ne pouvons pas accepter. Parce que moralement, nous ne pourrons pas travailler dans les mêmes conditions au Cameroun, compte tenu de la proximité de vos... Alors, donc, pour ça, vraiment, excusez-nous. Parce que si on dit machin, ça peut prendre une... Parce que son époux était le conseiller d'Oufou. Oui, d'Oufou. Dit non, vraiment, excusez-nous, madame, mais on ne peut pas accepter, s'agissant particulièrement de la Côte d'Ivoire. Pour les autres, Bongo était prêt à mettre 50 millions CFA pour l'opération. 50 millions. Et en payant tout, y compris les ondes satellites que nous avions eu gratuitement. Les gars ont dit voilà la condition, si vous voulez, liberté totale, machin. Bongo a refusé. Voilà. Donc Madame Baudier me dit l'Élysée était opposé. Et j'ai réussi à avoir ce projet-là, ce truc-là. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.